Radio Kapi. Les journaux Bibi Mkonkole. Affaire des fosses communes. Dans le Kasaï central, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme parle de 10 endroits dont les faits et les témoignages recueillis portent à croire qu'il s'agit des fosses communes. Vous écouterez à ce sujet la coordinatrice de l'unité rapport et enquête spéciale de cette institution. Jean-Pierre Bemba, condamné à 1 année de prison et 300 000 € d'amende par la CPI. Le verdict a été rendu ce mercredi à La Haye. L'ancien vice-président de la RDC avait été reconnu coupable pour subornation de témoins. Dans cette édition, vous suivrez aussi l'actualité internationale, le dossier, l'invité, le sport. L'invité de ce soir est Barbara Matasconi, officier de droits de l'homme. Madame, Monsieur, bonsoir. Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme fait état de 10 endroits dans le Kasaï central dont les faits et les témoignages précis indiquent qu'il s'agit des fosses communes. La coordinatrice de l'unité rapport et enquête spéciale de cette institution l'a affirmé ce mercredi à la conférence hebdomadaire de la MONUSCO à Kinshasa. Barbara Matasconi a souligné que des rapports sur ces 10 cas ont été envoyés au gouvernement et que par ailleurs d'autres allégations sur l'exercice d'autres fosses communes dans la même région sont à prendre au sérieux, mais ne peuvent encore être confirmés. Les propos de Barbara au micro d'Honoré Misenga Kalala. Pour certaines allégations, nous ne sommes pas en mesure de confirmer pour l'instant. Pour d'autres, nous sommes rendus sur les lieux, nous avons vu des restes humains, nous avons des indications assez précises à travers des témoignages des familles des victimes, des témoins, ainsi de suite. Par rapport au nombre de fosses, nous avons communiqué des indications très précises sur 10 endroits où nous sommes assez sûrs que ce que nous avons vu, les témoignages que nous avons recueillis, font état des fosses communes. Pour être plus précis, ça se réfère pas seulement à des faits récents. On avait transmis aux autorités le mois de décembre des allégations sur la présence de 7 fosses communes qui remontaient d'après nos recherches à des faits qui se sont passés en fin septembre 2016 en Koto, dans le territoire de Demba. Et ensuite, le mois de mars, nous avons transmis un autre rapport assez précis avec des lieux, avec des précisions des dates, ainsi de suite au gouvernement, faisant état d'au moins 3 fosses communes aux alentours de Chimbulu. Rappelons que dans sa réaction faite sur cette question des fosses communes au Kasaï central, le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, avait avoué dernièrement être au courant de plus de 3 fosses communes dans ce coin du pays et que les enquêtes des juges militaires étaient déjà lancées. Direction le Nord Kivu, encore des civils tués, leurs corps retrouvés abandonnés dans leur champ hier mardi dans la chefferie de Bwito. D'autres civils sont portés disparus, dont 2 jeunes élèves. Depuis plus d'1 année maintenant, des tensions ethniques caractérisent la région de Bwito. Nous sommes à plus de 150 km au nord de Goma, dans le territoire de Rutshuru. Gisèle Cage revient sur les faits. Dans la matinée d'hier mardi, 2 hommes ont été abattus par balles par des combattants armés dans la localité des Kyukuku. Dans la même journée, 3 corps des civils ont été retrouvés. Un corps à Kibirizi, un à Kachalira, un autre à Malionga. Toutes les victimes tuées il y a quelques jours à l'arme blanche alors qu'elles se trouvaient dans leur champ, selon le fonctionnaire délégué adjoint du gouverneur à Bwito. Mais les auteurs de ces actes ne sont pas encore connus, la région étant infectée de plusieurs groupes armés. D'autre part, 4 autres civils sont portés disparus, parmi lesquels une femme dont le corps du mari a été retrouvé hier dans son champ à Kachalira, ainsi que 2 élèves de l'Institut Mutanda de Kishiche, disparus depuis la semaine dernière. Depuis plus d'1 année, l'on assiste à des conflits ethniques dans la région de Bwito, alimentés notamment par les groupes armés. Le Centre d'études pour la promotion de la paix, la démocratie et le droit de l'homme se dit préoccupé. Ici, Omar Kavota, son coordonnateur et directeur exécutif. Les coalitions Nyatura FDLR, Mazembe NDC Guidon sont en train de s'employer au massacre des civils. Nous encourageons la 34e région militaire à déployer des effectifs suffisants pour que la paix et la sécurité soient imposées. Le déploiement des militaires dans la chefferie de Bwito se fait déjà depuis environ 2 semaines. Toutefois, dans leur progression, l'armée fait face à des combattants armés. Goma, Gisèle Cage, Radio Kapi. Et puis en Ituri, 3 personnes ont été retrouvées mortes en l'espace de 2 jours dans la cité de Mahagi, centre et de Komanda. Les 2 derniers corps ont été aperçus ce matin dans ces 2
deux entités. Les autorités affirment qu'il s'agit des corps des taximens moto qui portent des traces de torture. Des jeunes en colère ont manifesté dans ces deux cas. La police a fait des tirs de sommation pour disperser les manifestants à Komanda. Le point avec Jean-Claude Loki. C'est aux petites heures du matin que le deuxième corps a été retrouvé ce mercredi dans la commune appelée Mahagi. La tête de la victime portait des traces profondes des blessures. Sophie Odaro, administrateur du territoire intérimaire, dit qu'un tas de briques a été vu près du corps. Selon elle, il s'agirait de morceaux de briques qui auraient servi pour achever ce jeune homme d'une vingtaine d'années. Notre taximène moto a été retrouvé mort mardi matin, toujours à Mahagi Centre. Le porte-parole de la société civile de ce territoire, David Mokili, affirme que les taximens rapportent qu'un client aurait appelé leur collègue lundi soir pour un voyage à Haro. Sophie Odaro dit qu'un premier suspect est aux arrêts. Une situation qui plonge les habitants de cette cité dans la psychose. Depuis hier mardi, des jeunes brûlent des pneus et barricadent certains axes routiers en vue de manifester leur colère. À Komanda, à 75 km au sud de Bunia, le corps sans vie d'un autre taximène a été ramassé ce matin. La police a tiré pour disperser une manifestation qui voulait se transformer en pillage de commerce. Bunia, Jean-Claude Loki, Dilé, Radio Okapi. Jean-Pierre Bemba, condamné à 1 an de prison pour subornation des témoins. Le verdict vient d'être rendu ce mercredi à La Haye. La Cour pénale internationale condamne également le sénateur congolais à une amende de 300 000 € pour subornation de témoins. L'ancien vice-président de la RDC avait été reconnu coupable d'avoir tenté d'obtenir par ce billet un acquittement dans son procès pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité perpétrés en Centrafrique. Ces co-accusés ont été aussi condamnés à des peines qui ne seront pas exécuté étant déjà purgé en détention à La Haye. Explication Jeff Ngoy. Seul Jean-Pierre Bemba ne bénéficiera pas de la déduction de peine sur le temps passé en détention pour l'affaire de subornation des témoins. Sa peine sera purgée à la suite de celle de l'affaire principale sur les crimes commis en Centrafrique. On se rappelle qu'il avait été condamné dans cette affaire à 18 ans de prison. La Cour a également infligé des peines de prison aux autres accusés qui étaient poursuivis dans le cadre de la même affaire. Fidèle Babala, député du MLC et ancien directeur de cabinet de Jean-Pierre Bemba, est condamné à 9 mois d'emprisonnement. L'avocat Aimé Kilolo a été condamné à 2 ans et 6 mois de prison et à 30 000 € d'amende. Jean-Jacques Mangenda Kabongo a été condamné à 2 ans d'emprisonnement. Narcisse Arido écope de 11 mois d'emprisonnement. Les 11 mois passés en détention par les 4 co-accusés de Jean-Pierre Bemba suffisent pour que leur peine ne soit pas exécutée. La Cour les dispense ainsi assortis d'une condition de 3 ans. Les concernés promettent de faire appel. Dans l'actualité également, l'homme d'affaires libanais Kassim Tajeddine, arrêté par la police marocaine à l'aéroport de Casablanca le 15 mars 2017, ne serait pas le propriétaire de la société Congo Futur, spécialisée notamment dans l'agroalimentaire, le commerce de gros. Joint au téléphone par Radio Okapi mercredi matin, Ahmed Tajeddine s'est présenté comme le propriétaire de Congo Futur, affirmant que son frère Kassim n'a pas de lien avec sa société. Kassim aurait plutôt investi ailleurs, notamment en Angola, selon son frère. Ce journal se poursuit au sud de Kivu où un engin explosif a été déterré ce mercredi matin dans une parcelle située sur l'avenue Paysage au quartier Nyalukemba, commune d'Ibanda à Bukavu. Le service de déminage UNMAS de la MONUSCO a été alerté par l'habitant qui entretenait sa parcelle. Le service de déminage UNMAS a emporté l'engin pour une démolition ultérieure. Le président de la société civile quartier Nyalukemba Bukavu, Kitumaini Chacha, tour témoin de l'événement, appelle ici la population à plus de vigilance et de prudence. Il est au micro de Michel Chirimwami. Les experts de la MONUSCO sont arrivés sur les lieux, ils ont déminé l'engin et ils ont parti avec l'engin. Si vous trouvez un engin explosif, appelez les experts pour qu'ils puissent déminer l'engin, pour qu'il ne puisse pas être un danger pour la population. Ces engins-là, ça peut se trouver un peu partout. C'est ainsi que nous demandons à la population d'être vigilants. Même si l'État passe, il y a des engins qui restent dans des forêts. Ces engins sont arrivés dans différents coins à cause de la guerre dans la boue comme celui qu'on a trouvé aujourd'hui. Il faut être vigilant. Vous trouvez l'engin, vous appelez les experts de la MONUSCO pour déminer ça.
Et puis à Lubumbashi, 2 camions remorques ont été attaqués par des inconnus mardi soir au quartier Machipicha, commune Katouba. Selon des sources concordantes, ceux qui ont posé cet acte voulaient exprimer leur ras-le-bol au sujet de la hausse du prix de la farine de maïs, principale denrée alimentaire dans cette partie du pays. La police est intervenue pour disperser les manifestants. L'on signale des dégâts matériels. Neuilly Kabena pour plus de détails. Des sources sur place indiquent que sur cette route, il y avait un camion en panne stationné depuis le matin. Aux environs de 19h, un groupe de jeunes à l'origine de ce mouvement a barricadé la route avec des pneus. La police est intervenue pour les disperser. C'est à ce moment-là qu'un projectile provenant des manifestants a été lancé en direction d'un autre camion en provenance de Kasumbalesa. Pour la population, ce camion transportait la farine de maïs commandée par le gouvernement provincial. Selon les témoins, les manifestants voulaient non seulement pas exprimer leur ras-le-bol au sujet de la hausse du prix de la farine de maïs, mais parce que le gouvernement ne veut pas autoriser l'entrée de la farine de maïs commandée par l'ancien gouverneur et qui devait être vendue à moindre frais. Témoignage. On croyait que c'est le camion du gouvernement parce que le gouvernement nous avait promis qu'on va amener le farine à un prix là très bas. Maintenant, ils ont fait rehausser le prix. Maintenant, Moïse nous avait promis qu'il va amener le farine à $8. C'est pour cela que les gens s'est enflammé. À la police, ce mouvement spontané des jeunes non autrement identifiés n'a rien à voir avec le convoi de la farine. Le quartier Machipicha est réputé criminogène. Les cas de protestation y sont récurrents. La police a également rassuré qu'à part les dégâts matériels, il n'y a eu aucune perte en vie humaine ni vol des biens. De Lubumbashi, Neuilly Kabena, Radio Okapi. Direction la province du Bazouélé, plus de 170 fonctionnaires de l'État, personnel administratif du service de l'intérieur et chefs des groupements du territoire d'Ango au nord de Kisangani dénoncent l'amputation d'une bonne partie de leur salaire de janvier et février par leur hiérarchie. Dénonciation faite lundi dernier auprès de la société civile après la paie de ces salaires. Le service provincial des finances promet de faire le suivi de cette situation. Les détails avec Anselme Massoua. Cette amputation serait opérée par l'agent payeur et l'administrateur du territoire. Selon la société civile, cet état des choses plonge les fonctionnaires de l'État dans la misère la plus totale. Norbert Zahambou, chef du groupement Azingbo, explique comment il a perdu près de 70 000 francs congolais sur les 184 000 francs congolais, totalité de son salaire de janvier et février. Je touche 92 000 francs congolais par mois. La moitié de mon salaire de janvier est amputée. En plus, l'autorité a retiré 4 000 francs sur la paye de janvier et sur celle de février pour les comptes de ce qu'elle qualifie de primes de risque pour le territoire. Elle a retenu encore 15 000 francs comme la contribution de chaque fonctionnaire pour l'organisation du deuil du chef de la chefferie Sassa. L'ordonnateur délégué de la fonction publique Bazouélé promet de contacter toutes les personnes impliquées à ces dossiers pour remettre les fonctionnaires de l'État dans leurs droits. Domé Kanalina. Je sais très bien que les fonds ont été envoyés conformément à les listings. Je vais informer le mandataire de la province qui pourra demander comment ça ne marche pas là-bas. Le comptable arrive ce soir, je l'attends. Demain matin, je vais faire de mon mieux pour le chercher. Le comptable incriminé qui a plutôt promis de donner des explications le lendemain de la paye a quitté tôt hier mardi matin le territoire d'Ango pour regagner son poste de travail à Bouta selon les fonctionnaires victimes. Kisangani, Anselme Massoua, Radio Okapi. Le 22 mars de chaque année, c'est la journée mondiale de l'eau à Kinshasa. Plusieurs activités sont organisées. Une conférence débat a été organisée par l'ONG Water Dream en collaboration avec le ministère de la Santé. Tous les intervenants ont mis l'accent sur l'importance de l'eau dans le corps humain. Consommer de l'eau potable, aider à prévenir contre les maladies hydriques. Un reportage de Nadine Fulansimba. Cette conférence débat avait pour but de sensibiliser la population sur la consommation d'eau en grande quantité, mais surtout une eau de qualité. Les différents intervenants sont revenus sur le thème tels que la peau et le besoin en eau, l'eau pour prévenir contre les maladies rénales et autres maladies hydriques. Madame Judith Bandila, ingénieure hydrologue et coordonnatrice de l'ONG Water Dream, donne ici les motivations de la tenue de cette conférence débat. Pour être en bonne santé, il faut consommer de l'eau parce que notre corps est constitué de l'eau. La vice-ministre de la Santé publique Magui Rwakabouba a mis l'accent sur l'apport de l'eau dans le corps humain. Quand il y a des épidémies, nous organisons pour une réplique rapide
pour pouvoir assainir le secteur par le traitement d'eau pour qu'il n'y ait pas propagation. De son côté, le vice-ministre en énergie et hydraulique parle des efforts fournis par la RDC dans la desserte en eau potable. Willy Michiki. Les besoins de la ville de Kinshasa s'élèvent à peu près 750 mètres cubes, donc les besoins annuels. Et aujourd'hui, déjà, avec les efforts que nous avons fournis, nous sommes à 400 000 plutôt mètres cubes. Sachez enfin que le thème national pour cette journée est « Consommons uniquement de l'eau potable pour éviter le choléra », une occasion d'attirer l'attention sur cette maladie causée par le faible accès à l'eau potable. Actualité, Afrique Monde. Commençons par le Nigeria. 46 morts et près d'une centaine de blessés. C'est le bilan livré par le porte-parole de la police dans un conflit entre Yoruba et Hausa, deux des plus grandes ethnies au Nigeria. Ces événements sont survenus les 7 et 8 mars dernier dans la ville d'Il-Ife, au sud-est du pays. Selon la police fédérale nigériane, 15 blessés étaient encore à l'hôpital. Des coups de feu ont été entendus ce mercredi en début d'après-midi à l'extérieur du Parlement de Westminster à Londres, a déclaré la police britannique. Selon les médias britanniques, le quartier a été complètement bouclé. Le porte-parole de la Chambre des communes cité par l'AFP a indiqué que les députés avaient été confinés à l'intérieur du Parlement en raison d'un incident de sécurité. Voilà tout pour le point sur l'actualité internationale. Nous poursuivons avec cette édition du journal. Merci de rester avec nous. Revenons en République démocratique du Congo pour parler enrôlement des populations du Nord Kivu, ses points forts et ses faiblesses. C'est le thème qui a regroupé mardi dans un débat différents acteurs des partis politiques et de la société civile face à la CENI, activité organisée par la synergie de la société civile et des partis politiques de la majorité et de l'opposition pour l'éveil citoyen et les élections apaisées à l'est de la RDC. Des détails dans cette rencontre, dans ce dossier proposé par Sifa Magour depuis Goma. D'entrée des jeux, l'exposé du secrétaire exécutif adjoint de la CENI Nord Kivu sur les statistiques déjà atteintes par rapport aux prévisions de l'enrôlement des électeurs a suscité un débat houleux dans la salle. Visiblement, les acteurs politiques étaient inquiets par rapport à certains points tels que les nombres trop élevés des personnes enrôlées, les doublons, mais aussi les garanties que donne la CENI pour assurer que le lavage des fichiers sera fait correctement. On peut noter que la plupart des villes et territoires ont dépassé les chiffres attendus, notamment Goma qui a atteint 108%, Nyiragongo 130%, contrairement à Lubero seul qui a 39% jusque-là. Pour ce qui est des points forts et faibles des opérations, tous les participants ont été unanimes à reconnaître que l'insécurité et les manques d'infrastructures routières sont parmi les principales faiblesses observées dans ces opérations d'enrôlement. En revanche, les efforts des agents de la CENI qui ont pu braver ces difficultés et enrôler un grand nombre de la population ont été notés comme une force. Témoignage des acteurs politiques de l'opposition et de la majorité. Moi, c'est Madame Mélanie Kiko Singe, présidente provinciale de la CCI Nord Kivu. Parmi les points faibles, il y a des difficultés concernant, par exemple, les points les plus reculés avec l'insécurité et même les problèmes des routes. Nous demandons même à cette synergie d'inviter tous les partis politiques afin qu'à leur tour, qu'ils puissent aussi expliquer à leurs membres. Bonjour, moi c'est Serge Mbala, DMLC. On a resté certaines difficultés, entre autres cette difficulté des doublants. Vous verrez, non, il y a des gens qui se sont fait enrôler 2-3 fois, mais nous je crois qu'ils auront à balayer au moins tous ces doublants-là à la fin du processus. La CENI a également mis l'accent dans ses explications sur la manière dont elle a fait face aux difficultés sécuritaires à l'intérieur de la province, ce qui a été salué par tous les acteurs dans cette rencontre. Le secrétaire exécutif adjoint de la CENI, Mathieu Ruchogoza. Lorsqu'il y a insécurité, quelque part, nous sommes obligés de déplacer les kits dans un autre milieu, mais dans le même groupement. Donc les kits se déplacent suivant l'évolution de la sécurité. Un exemple pour être concret. Je vous donne un exemple des écoles primaires.
Ngeri JTN et Bianderema qui viennent de faire pratiquement 2 semaines sans travailler parce que les milliers étaient occupés par des groupes armés, notamment les FDLR, CNRD. Là, c'est où? Dans le territoire de Rutshuru, tout près de Katsiru. Et il n'y a qu'hier que les kits ont été redéployés dans ces milliers. Un autre exemple dans le Lubero, dans le groupement Luenge, il y a des jours, il y a eu affrontement entre les FDLR et les Mai Mai Mazembe. Nous avons encore été obligés de déplacer les kits. C'est un phénomène presque continuel. Goma Sifamaguru, Radio Okapi. L'invitée de Radio Okapi ce soir s'appelle Barbara Matasconi. Elle est officier de droits de l'homme au Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Elle nous parle des allégations sur les fosses communes signalées à Chimbulu dans le Kasaï. Barbara Matasconi est interrogée par Michel Kefintangoy. Madame Barbara, bonjour. Bonjour. Qu'en est-il des fosses communes retrouvées à Chimbulu dans les Kasaï? Notre bureau a mené des enquêtes dans les Kasaï centrales concernant des allégations de présence de fosses communes autour de Chimbulu. Effectivement, ça rentre dans le cadre des enquêtes plus générales que nous menons dans la zone, notamment dans plusieurs endroits du Kasaï central, dans une moindre mesure Kasaï oriental. Et effectivement, nous avons pu collecter des informations très précises sur l'emplacement de ces fosses, qui serait enterré dedans, les circonstances qui ont mené à la mort des gens qui ont été enterrés dedans. Et nous avons transmis ces informations au gouvernement pour leur information et action. Et à présent, nous sommes dans des discussions avec les gouvernements, en particulier la justice militaire, pour voir quel type d'appui ils souhaiteraient de la MONUSCO pour pouvoir enquêter sur ces allégations graves. Effectivement, vous avez diligenté des enquêtes sur place à Chimbulu. Qu'est-ce que vous avez constaté sur place dans vos enquêtes? Des faits très graves se passent dans plusieurs villages au Kasaï central depuis longtemps, c'est pas nouveau. Vous êtes au courant que nous avons à plusieurs reprises exprimé, même publiquement, notre souci, notre préoccupation par rapport à la situation qui se passe au Kasaï central liées aux activités de la milice Caminansapo. Donc ça rentre dans le cadre de ces enquêtes. Il y a eu des attaques importantes de la milice Caminansapo à Chimbulu, auxquelles les forces de défense et de sécurité ont réagi avec une violence, nous estimons, excessive. Il y a plusieurs gens qui ont été tués dans ces cadres et nous sommes en train de tout mettre en œuvre, déjà pour que les violences puissent cesser et pour que les auteurs de ces violences puissent répondre de leurs actes devant la justice congolaise. Peut-être une petite question de précision. Vous dites qu'il y a plusieurs personnes qui ont été tuées. Est-ce que vous pouvez déjà estimer le nombre et dans quelles circonstances ils ont été tués? Oui, nous avons, comme je vous ai dit, les enquêtes datent depuis l'année dernière. Depuis l'année dernière, plusieurs symboles et bâtiments étatiques, notamment des commissariats de police, des bureaux administratifs, ont été attaqués par des miliciens de Caminansapo. Certains miliciens ont été aussi tués par les forces de sécurité qui essaient de rétablir l'ordre. Par contre, les forces de sécurité, les FRDC notamment, ont réagi avec une extrême violence et nous avons documenté plusieurs douzaines de miliciens tués. Et parmi ces miliciens, nous déplorons aussi que certains civils qui seraient soupçonnés d'avoir collaboré avec la milice ont aussi été pris dans ces violences et tués. Certaines sources sur place dans les Kasaï affirment avoir vu des camions en provenance du site où ces fosses communes ont été retrouvées. Ne craignez-vous pas que des pistes soient dissipées? C'est une préoccupation. Chaque fois qu'on fait des enquêtes, c'est une des préoccupations à laquelle nous prêtons beaucoup d'attention. Et effectivement, lors de nos échanges avec la justice militaire, c'est une des préoccupations que nous avons soulevées, la protection des lieux. Sur cette question aussi, nous allons offrir notre soutien aux autorités congolaises pour que les pistes et les preuves ne puissent pas disparaître. Et qu'est-ce que vous recommandez au gouvernement congolais, notamment, pour que ces sites soient vraiment sécurisés jusqu'à l'aboutissement des enquêtes? Justement, une protection des sites, possiblement des forces de sécurité qui se déplacent. La MONUSCO peut appuyer dans ce type d'action. Et pour atteindre cet objectif, nous estimons important de communiquer de manière régulière avec les autorités sur ces allégations de fosses communes. Et je peux vous dire que jusqu'à présent, nous avons fait état d'au moins 10 fosses communes sur lesquelles nous sommes plus ou moins sûrs qu'il y a des corps enterrés et nous avons reçu plusieurs
plusieurs informations sur l'exactitude de l'emplacement de ces fosses communes. Nous avons informé le gouvernement pour qu'il puisse prendre les mesures appropriées pour notamment protéger les lieux et diligenter des enquêtes appropriées. Je vous remercie. Merci à vous. C'était là l'invité de Radio Capi ce soir, Barbara Matesconi, qui est officier de droits de l'homme au Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Elle nous a parlé donc des allégations sur les fosses communes signalées à Chimbulu dans le Kasaï. L'actualité se poursuit avec le sport. Okapi Sport. À la présentation, Nana Mbala. Bonsoir Nana. Bonsoir Bibi Moukonkole, bonsoir amis sportifs. Championnat national de football division 1, la phase de groupe a pris fin aujourd'hui avec les 4 derniers matchs programmés. D'abord dans la zone centre-sud, on a joué au stade de Kibasa Maliba de Lubumbashi. New Sogère a perdu face à Lubumbashi Sport sur la marque de 0-2 avant le derby louchois qui a vu Lupopo être battu par Mazembe sur la marque de 1-2. David Mokassou a coaché cette équipe de Mazembe après le départ de Thierry Froger. Hier, Hakim Moussiela a marqué sur penalty suite à Kimwaki qui a touché la balle dans la surface de réparation à la 40e minute. Puis Trésor Mputo a égalisé à la 52e minute avant que Renfon Kalaba signe la victoire de Corbeau une minute après. Et dans la zone ouest, au stade de Martyrs de Kinshasa, Shark 11 vient de battre l'équipe de Renaissance par 2-1 avant le match V-Club RCK, victoire de V-Club 4-0. Enoch Matondo était témoin à Kinshasa. Le club ne s'est pas prêt pour remporter le match qui lui a permis de terminer premier au classement. Après avoir manqué un pénalty à la 6e minute, Tagui Agiti et Tekema marquent 2 buts, d'abord à la 28e et 81e minute. Munganga Umba 50e et Sidibé Omar 67e ont été les autres buteurs du club vert et noir. Dans l'autre rencontre, l'FC Renaissance du Congo a été désillusionné par Charcons FC, 2-1. Les Requins Blancs ont ouvert le score dès la 15e minute par Kankou qui efface 2 défenseurs du FC Renaissance du Congo. Katima Retou d'une belle tête a marqué le second but à la 32e minute de jeu. Après un temps de répit, Lamine Diawara, grâce à un réveil du club orange, réduit le score à 2-1. Nous sommes à la 58e minute de la partie. La rencontre s'est terminée dans une confusion totale dans les gradins du FC Renaissance du Congo, dont les supporters ont jeté les projectiles sur le terrain. Depuis le stade des Martyrs de la Pentecôte, Enoch Matondo pour Okapi Sport. En attendant la Lina Foot qui doit trancher sur les litiges qui opposent le club de la zone Est entre Bukavu Dawa et Dauphin Noir, les 7 qualifiés pour la phase play-off, nous avons Mungano, Mazembe, Sangabalende, Don Bosco, V-Club de Saint-Pé et Renaissance. Et puis V-Club connaîtra ses adversaires en phase de groupe de la Ligue des Champions à fin avril. L'équipe de Kinshasa est logée dans le pot 3 de la phase de poule avec El Merreikh du Soudan, Coton Sport du Cameroun et Al Ali Tripoli de la Libye. Le tirage au sort de groupe s'effectuera à partir de la constitution de ces pots. La Ligue des champions africaine connaîtra cette année une phase de groupe dès le 8e de finale. Et puis en volleyball, nous parlons de la 47e édition du championnat de l'entente de Kinshasa qui a démarré hier sous la pluie. Et ce championnat, cet début de la compétition, n'a connu qu'une seule rencontre, mais qui n'est pas arrivé à terme à cause de pluie. Olympique mené Free Boys par 2-7-1. C'est un match qui sera rejoué à une date ultérieure au terrain annexe du stade de Martyrs. Dans son mot d'ouverture de la saison, la présidente de l'entente, Christiane Nzouzi, a exhorté les acteurs de cette discipline à plus de responsabilités. Nous l'écoutons. Nous démarrons la saison sportive 2016-2017. Nous la plaçons sous le signe de l'amitié, de l'excellence et du respect. Ce que nous vous demandons, que notre saison puisse se dérouler dans la paix. Nous savons que le volleyball c'est une discipline d'élite. Ce n'est pas pour rien, nous voulons la placer sous le signe de l'amitié, de l'excellence et du respect. Vous devez être respectueux du règlement qui régit le volleyball en République démocratique du Congo. Aux arbitres, très souvent les problèmes, vous êtes pointés les doigts accusateurs. Nous vous demanderons de faire preuve de responsabilité, preuve de respect. Il faut observer l'impartialité dans les décisions que vous prenez parce que vous, les arbitres, vous êtes les maîtres. La pièce motrice du jeu. Alors, vous devrez faire très attention. Merci
Merci à vous Nana Mbala. Et voilà qui met fin à cette demi-heure d'actualité qui a été marquée par cette affaire des fosses communes dans le Kasaï central. Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme parle de 10 endroits dont les faits et les témoignages recueillis portent à croire qu'il s'agit des fosses communes. Vous avez écouté à ce sujet la coordinatrice de l'unité rapport et enquête spéciale de cette institution. Et puis Jean-Pierre Bemba, condamné à 1 année de prison et 300 000 euros d'amende par la CPI. Le verdict a été rendu ce mercredi à La Haye. L'ancien vice-président de la RDC avait été reconnu coupable pour subornation de témoins. Et c'est tout pour l'actualité ce soir. Merci de l'avoir suivi.